Bonjour et bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Nous sommes dimanche, c'est la dernière ligne droite de cette 32e foire du livre et nous ouvrons ce forum des lecteurs avec un thème régional, écrivain en région. J'ai à mes côtés Pascal, bonjour Pascal, qui va animer cette émission avec moi. Bonjour Patrick. Et puis nous recevons donc une pléiade d'auteurs locaux avec donc Christophe Tastet, Denis Baudouin, bonjour. Chantal Sobienac. Bonjour également. Bonjour. Et puis Benoît Paire qui clôturera ce forum des lecteurs ce matin. Alors nous allons commencer avec le bout de la table, Christophe Tastet qui passe, comme vous le savez, qui est journaliste à France Bleu Limousin et qui a travaillé hier matin ici même sur ce forum. Et là qui passe de l'autre côté, je dirais, de la table, on peut dire ça comme ça, Christophe. Oui, je ne sais pas faire, je vous mets à l'aise tout de suite, ça va être catastrophique. Je m'en doutais, voilà. je m'en doutais. Denis Baudouin qui est l'illustrateur de cet ouvrage. Et puis donc on a une petite surprise pour vous, on vous révélera ça tout à l'heure. Christophe, vous avez déjà écrit aux éditions Mine de Rien sur Charlot Rénal, mais là on est sur un genre complètement différent d'un livre qui s'intitule donc Contes à fables, illustré donc par Denis. Question toute simple, vous êtes revenu en enfance. C'est exactement ça, j'ai voulu écrire un livre pour le petit garçon que j'étais. Donc j'ai essayé de me souvenir de ce que j'aimais lire étant enfant. Il y avait bien entendu les contes de La Fontaine, les fables de La Fontaine, mais aussi les contes de Perrault, de Grimm. J'aimais aussi beaucoup Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons et tout ça. Et je me suis dit que ça serait bien de me réécrire des histoires qui se passeraient maintenant, parce que moi je vis au XXIe siècle, donc il n'y a pas de raison que je retourne dans le passé, mais que je choisisse un petit peu ma langue en hommage à tous ces illustres auteurs, et que j'adopte une écriture un peu plus classique, avec des termes un peu plus choisis, des mots un petit peu vieillis parfois. Et pour illustrer tout ça, parce que j'avais en tête tous les vieux livres que j'avais lus, il me fallait un Gustave Doré, et je l'ai trouvé en la personne de Denis Baudouin. Alors, en plus, géographiquement, on se promène beaucoup. On est à l'échelle mondiale. On est en Afrique, en France, on est à Saint-Saulve, pas très loin de Brive aussi. Oui, oui. Vous avez, vous avez choisi que ces contes et fables, d'une certaine façon, circulent aussi bien donc, à l'échelle locale comme à l'échelle mondiale. Oui, exactement, parce que comme il y a une moralité à la fin, je cherchais... D'abord, à partir de la moralité que je voulais donner, je cherchais des animaux pour pouvoir s'adapter à l'histoire. Et quelquefois, j'ai cherché longtemps. Par exemple, pour une histoire où un personnage devait déverser de l'eau dans un trou sur une plage, et il fallait qu'il reste sur cette plage, mais il fallait aussi qu'il puisse manger, il fallait aussi qu'il puisse avoir des enfants, tout en restant sur cette plage. Et finalement, j'ai fini par trouver le dragon de Komodo comme étant le personnage idéal pour pouvoir raconter cette histoire. Et là, on est en Indonésie. Carrément. Vous vous sentez un peu l'héritier de ces fabulistes, en quelque part, d'une certaine façon, ou alors vous avez fait votre genre Je me sens admiratif de ces fabulistes, admiratif de tous ceux qui ont écrit des contes, c'est une manière de leur rendre hommage aussi. Alors des fables revisitées, sauce 20e, 21e siècle. Oui. Vous avez une imagination, une observation, une acuité visuelle pour capter justement parfois des thématiques ou des situations qui vont générer une écriture. Oui, par exemple le premier conte qui s'appelle Le Papillon Aventurier m'est venu du fait que j'étais sur le trottoir à rien faire de bien spécial si ce n'est à fumer une cigarette, et je vois dans la rue une voiture qui, de son pare-brise, heurte un papillon. Je me suis dit, c'est normal, un automobiliste n'aime pas avoir des papillons sur son pare-brise, donc voilà. Et je vois ce pauvre papillon gire sur la chaussée, et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon pauvre ? Il n'y a pas un vétérinaire qui pourra te soigner. Donc je me suis mis à imaginer ce que je pouvais faire pour essayer de soigner ce pauvre papillon, et donc j'ai imaginé toute une histoire autour, et c'est le premier conte à fable. Voilà, 40 contes à fables présents dans cet ouvrage. Alors Denis Baudouin, l'illustrateur, qui est déjà passionné par le monde animalier, donc là c'était un régal, Denis, d'illustrer ces contes à fables. Ah, tout à fait, oui, je suis rentré dedans tout de suite. Quand, par le biais de Pascal et Florence, des éditions Mine de Rien, ils m'ont amené donc deux contes pour faire des essais d'illustration.
Et c'est vrai que bon, je me suis régalé, je suis rentré. Moi aussi, je suis retombé en enfance. J'ai retrouvé les contes que je lisais aussi. Et alors, ces animaux du XXe siècle, ou dans des situations actuelles, ça n'a pas été trop compliqué justement de les, on va dire, dessiner, pour simplement. Ah, il m'a posé quelques petits problèmes quand même, parce qu'il a fallu que j'aille sur Internet. Il y avait des animaux que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Exemple. Le kakapo, le ratel, le kakapo. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Il a fallu que j'aille sur Internet pour me rendre compte de ce que c'était. Maintenant, je dors moins bête chaque nuit, parce que c'est le cas de le dire. Un vrai cours de bio en même temps, hein, pour vous, Denis. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, et justement, dans les contes des contes affables de Christophe, il y a de l'humour, de la tristesse, du joyeux, et il faut aussi que le dessin puisse peut-être le retranscrire ou le visuellement. Voilà, c'est ça aussi, c'est donner, on va dire, l'amorce de l'histoire sans en dévoiler le contenu. Ça, c'était déjà le premier défi. Mais aussi l'interprétation, savoir si on interprète vraiment ce que ressent l'auteur. Ça, c'est c'est la question qu'on se pose. Et donc, en fin de compte, je pense que ça s'est passé vraiment très simplement. Et quand je faisais voir les esquisses à Christophe, je me rendais compte que j'étais dans le vrai, quoi. Donc c'est ça. Il avait qu'à pouvoir sourire pour comprendre, quoi. Voilà. C'est un long travail commun, conjoint, Christophe, dans la durée, parce que vous les avez fait. Vous me disiez hier, allez, on peut le dire hors micro, que vous les écriviez presque d'un seul jet, oui. Mais il y en a 40. Mais il y en a 40, oui. Mais ça s'est passé sur le temps, parce qu'il faut. Le plus long, en fait, c'est pas d'écrire, c'est d'avoir l'idée. C'est d'avoir l'idée, d'avoir une moralité, de savoir où on veut aller, de quelle manière le dire, avec quels animaux ou êtres humains, où il y a également des histoires avec des arbres, avec des instruments de musique. Une fois que j'ai l'idée, que je sais à peu près ce que je veux dire, je me lance et j'y passe le temps qu'il faut. Mais oui, ça part bien après. Alors, je vous ai promis une petite surprise, hein, justement, Christophe. Je vais peut-être même vous redonner la parole en tant qu'animateur, parce que, à la demande des éditions Mine de Rien, qui m'ont informé justement d'un événement majeur qui concerne votre ouvrage et qui s'est déroulé donc la semaine dernière, c'est ça ? Mardi dernier. Mardi dernier, pardon. Vous allez un petit peu nous dire ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière concernant Contes Affables, puisque vous avez eu aussi l'honneur d'entendre, si je ne dis pas de bêtises, d'entendre ces Contes Affables sur une scène parisienne. Voilà, c'est à l'invitation de Mathias Vincenot, qui organise le festival Découvrir à Concèze, qui est prof de civilisation française à la Sorbonne, et qui connaît 2-3 personnes quand même sur Paris. Donc il m'a invité à l'Entrepôt, à une soirée de présentation de ces contes affables avec une dizaine de comédiens qui étaient là, à interpréter mes textes. Et parmi ces comédiens... Et il y a Antoine Cossins qui est là avec nous, et qui m'a offert un superbe cadeau, quoi, avec ses amis. Alors, Antoine, voilà, on s'est mis d'accord, hein, très franchement, et puis on a voulu vous offrir un passage de ces contes affables, et Antoine Cossins va prendre le micro, face caméra, et puis il va nous lire un passage de ces contes affables. Peut-être un mot sur le choix. Bien entendu, alors il s'agit de l'histoire extraordinaire de la fourmi Bayonne. C'est une fourmi qui est guerrière, c'est une fourmi soldat, qui est extrêmement brave, mais jusqu'à présent, elle n'a jamais eu à combattre vraiment au péril de sa vie. Elle gagne à chaque fois et elle se demande si un jour elle fera vraiment un combat qui fera d'elle quelqu'un de reconnu. Voilà, donc elle s'interroge là-dessus et la chose qu'elle se dit, c'est d'aller voir une voyante qui ne s'est, paraît-il, jamais trompée, qui s'appelle Alésie. Et en allant chez cette voyante, eh bien, elle va peut-être en savoir plus. Eh bien voilà. La voyante se concentre un moment. La boule se met alors à s'agiter d'images dans lesquelles la soldate n'aperçoit qu'un informe magma de clarté impossible à déchiffrer. Face à lui, le regard d'Alésie se fait de plus en plus intense, sourcillant à chaque nouvelle donnée reçue. Incroyable, susurre-t-elle, visiblement transfigurée. Mais qu'y a-t-il? Que vois-tu? La boule ne me dit pas quel combat, quel ennemi sera tien. Elle me raconte l'après. L'après. Mais qu'est-ce à dire?
Je vois l'avenir bien après que toi et moi ne serons plus. Bien après que la reine elle-même ne sera plus. Et pourtant, tu es toujours là, présente d'une certaine manière. Mais je ne comprends pas. Tu as dû faire quelque chose d'extraordinaire, car la mémoire des fourmis n'est pas leur qualité première. Or là, bien après ta disparition, tout honore ta mémoire. Tu ne seras pas oublié, et ce durant des générations. Vraiment. Incroyable, s'extasie encore. Allez-y en plissant ses grands yeux tout en se rapprochant de sa boule. Mais dis-moi. Je vois que durant des années, peut-être même des siècles, les fourmis se rendront en procession sur ta tombe un jour d'anniversaire. J'entends des discours, des hommages, la place où tu reposes est grandiose. Mais ce n'est arrivé encore à quiconque ici. La gloire, oui. La gloire t'attend, tu seras vénéré par toute une nation, des millions et des millions de fourmis verront en toi une héroïne, un modèle, l'exemple suprême. Mais enfin, quel exploit vais-je devoir accomplir pour mériter cela? Combattre des araignées? Abattre des mantes religieuses, résister face aux lézards, repousser des oiseaux? Fais ce que tu dois faire, Bayonne, sans chercher la témérité. Les choses arriveront. Je ne sais pas ce qui te vaudra cette destinée, mais sois assuré que tu l'auras. Jamais ma boule de cristal ne m'a trahi. Estomaquée par ce qu'elle vient d'entendre, notre soldate repart sa tête, nage dans les étoiles, son torse se bombe, ses muscles se tendent. Bientôt, oui, elle aura bientôt l'occasion de consacrer sa carrière, de cueillir ses lauriers tant espérés. Prestige et splendeur bercent ses songes. Merci Antoine Cossens. Voilà, Contes affables aux éditions Mine de Rien, Christophe Tastet pour les textes, Denis Baudouin pour l'illustration, et puis donc cette superbe prestation d'Antoine Cossens. Merci messieurs, restez avec nous. Je cède la parole à Pascal pour parler donc d'un superbe livre sur les Corréziens qui ont émigré. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Voilà, ce livre qui est paru aux éditions Mayade, dirigé par Marie-France Soudard, est pour moi un petit bijou. Et je voulais donc vous féliciter car il m'a permis de découvrir que nos ancêtres limousins se sont rendus à Cadix. Je vais vous présenter, donc vous êtes venu à l'histoire par le biais de la généalogie. Vous êtes membre du bureau de la Société archéologique de Corrèze. Oui. Et vous avez, Chantal, l'art de sortir de l'oubli les gens, comme par exemple pour les recherches de Claude Duneton pour le monument. Oui. Vous avez permis d'inscrire un soldat de la guerre de 14 sur le monument aux morts qui avait été oublié. Oui. Oui, oui. Et là, par le biais de ce livre, vous permettrez que ne soient pas oubliés ces ancêtres du Limousin qui sont partis de Sainte-Fortunate, de Messac. Oui. Et qui ont été jusqu'à la magnifique ville de Cadix. Oui. Comment vous est venue cette idée d'écrire et racontez-nous. Alors en fait, c'est le résultat de 20 ans de recherche. C'est en faisant ma propre généalogie que je suis tombée sur un aïeul. Au départ, j'en avais un qui revenait de Cadix. Ce mot de Cadix m'a beaucoup intriguée. J'en ai parlé autour de moi, j'ai commencé à chercher. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'avais une liste déjà de pas loin d'un millier. Maintenant, j'ai une liste de 2300 Corréziens. Alors je sais qu'on est je suis obligée de dire des Limousins puisque le département de la Corrèze n'était pas créé à cette époque. Eux-mêmes se qualifiaient de Limousins, mais en fait ils venaient tous de la Corrèze et presque tous, grosso modo, du plateau de Roche-de-Vic, c'est-à-dire entre Sainte-Fortunate et Beaulieu, enfin en gros, voilà. Et c'était des gens très courageux qui partaient à pied à Cadix, il y a 1600 km quand même, qui restaient quelques années pour travailler, qui ramenaient de l'argent à leur famille. Et en principe, ils ne faisaient qu'un voyage, mais on a vraiment tous les cas de figure. Il y a ceux qui ont passé toute leur vie à Cadix, qui ont fondé une famille là-bas, ceux qui ont ramené des femmes espagnoles, c'est beaucoup plus rare, et ceux qui ont profité du fait que Cadix était le seul port qui avait le monopole du commerce vers les Amériques, eh bien pour s'embarquer.
Et c'est ainsi que j'ai retrouvé des gens de ma famille au Guatemala, au Pérou, en Colombie, alors que je n'en avais pas la moindre idée en commençant mes recherches. Tout à fait, c'est une incroyable histoire. Ouais. Et revenons au titre du livre qui est vraiment très joli. Ouais. Je plains de quitter Cadix, Ouais. qui vous est apparu donc dans un document Dans une lettre. et qui c'était vraiment celui qui avait découvert cette gloire terrestre, Oui. comme il le dit. Ouais. N'avait pas à cœur de partir. En plus, il avait découvert une belle de Cadix. Et oui, alors en fait, j'ai eu accès à toutes sortes de documents. Bon, j'ai travaillé surtout aux archives de Tulle, les archives notariées, l'état civil, aux archives de Cadix, où je suis allée 8 fois et j'ai beaucoup étudié là-bas les recensements surtout, et des archives privées. Et dans ces archives privées, il y a des lettres. Et ça, c'est une lettre d'un jeune homme qui s'appelait Joseph Fialip, qui habitait un tout petit village d'Albussac, qui s'appelle le Mazernier. Et l'intérêt de Joseph Fialip, c'est qu'il savait un peu écrire. Il parlait très mal le français, il écrivait phonétiquement, et ses lettres sont vraiment des petites merveilles. Incroyable. Et quand il doit rentrer à Albussac, il écrit à son oncle 2 phrases étonnantes. Il écrit « Je ne veux pas quitter l'abondance pour aller dans la disette ». Et ça résume toutes les migrations. Et il termine sa lettre en disant « Je plains de quitter Cadix, que ce n'est pas une ville, mais une gloire terrestre ». Alors moi, cette phrase venant d'un petit paysan de ce petit village, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et Marie-France Oudard a bien voulu le garder pour le titre. Et c'est vrai que les gens aiment ce titre. C'est pas du bon français, c'est du patois traduit. très joli. Justement, ils parlaient pas français, ces gens-là. Et j'ai remarqué aussi la présence de Manuel Bustos Rodriguez, Oui. qui est professeur de l'université Oui. de Cadix, Oui. et qui lui-même a permis de mettre à jour donc une liste des migrants Oui. et qu'on peut consulter sur Internet. Ah oui, alors donc ce livre est lié avec un site internet. Parce que donc je disais, j'ai à peu près 2300 émigrants. On ne peut pas mettre la liste dans le livre. En plus, elle évolue constamment. Donc j'ai un site internet sur lequel on peut voir cette liste. Oui, parce qu'on découvre des noms comme Vidal, Ah bah comme oui, oui. Vial, comme Escure. Tous les noms Donc d'ici. c'est très les noms émouvant, d'ici. car je pense que pour Ouais. les Corésiens Ouais. qui achèteront ce livre, et je Ouais. le leur conseille car c'est un petit bijou, ils auront à cœur de découvrir que l'incroyable parcours de ces Corésiens, Oui. car à l'époque il n'y avait pas les autoroutes, Bien et on sûr. peut imaginer la difficulté du chemin, et ils devaient rencontrer même des brigands peut-être à cette époque oui, sur tout- la oui, route. oui. Donc Oui. c'est un exploit, et Ouais. surtout ça nous permet de découvrir Cadix et la route des Indes. La route aussi. des Indes, bien sûr. Cadix peut avait parler le de ça monopole du commerce vers les Indes occidentales, comme on disait à l'époque. Oui. Voilà, c'est l'époque Ouais. des découvertes et Des découvertes de échanges, l'Amérique. des épices. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je me demande encore comment, ici, dans des petits villages où bon, il n'y avait pas l'information qu'il y a maintenant, comment ils ont su Oui. qu'il fallait aller à Cadix, parce que c'était quand même le Oui. meilleur choix possible. Et donc, c'est une chose assez extraordinaire d'imaginer ces gens qui partent à pied et qui ramènent de l'argent de cette ville. Et vous dites Ouais. également que Cadix, c'est un peu Manhattan. Il y avait Oui. des bâtiments de 5 étages Oui. au XVIIe Oui, au siècle. XVIIe Alors ça siècle. paraît quand même assez Et Cadix, c'est tout époustouflant. petit, c'est un petit rocher Voilà. sur l'océan. Et donc, à partir du moment où cette ville a ce monopole du commerce, il y a une expansion énorme et on construit effectivement des maisons très très hautes. Oui. Et nos Corésiens ont été employés dans des maisons bourgeoises Oui. chez le consul de France comme Entre autres. domestiques. Ils Entre étaient autres. ou boulangers, Oui. porteurs d'eau. Ils faisaient des petits métiers, mais en Espagne, à l'époque, on gagnait 4 fois plus qu'en France, quoi qu'on fasse. Donc, de toute façon, n'importe quel métier rapportait de l'argent. Et je tiens à dire une chose étonnante, c'est que j'ai appris, en allant à Cadix, qu'en vieil espagnol, le mot de lémosine, qui veut limousin, eh bien, ça veut dire émigrant. C'est devenu un mot générique, tellement ils étaient nombreux. Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas ici. Et on les appelait également les gavaches. Les gavaches. Alors ça, c'était assez péjoratif, les gavaches. C'est un mot ancien, on ne sait Oui. pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas très gentil, mais bon, il acceptait quand même. Chantal Ouais. Sobieniak, ce que j'ai envie de redire, c'est que votre livre est à lire et à recommander, à transmettre pour que les noms puissent être identifiés. Et je pense que certaines personnes seront très heureuses de découvrir que leurs ancêtres sont partis si loin C'est le but. dans Oui. cette ville qui était... Je tiens à dire que magnifique. Marie-France a fait un beau livre Oui, qui très est joli. illustré et vraiment c'est un bel objet en plus. C'est un bel Je objet. remercie vraiment Marie-France Oudard pour le livre qu'elle a fait. Merci Chantal. Merci. Marie-France Oudard que nous avons eu hier justement dans ses portraits d'éditeurs. Merci Chantal. Merci. Donc Marie-France Oudard, effectivement, qui fait un travail considérable d'éditeur chez elle, à la Mazière Basse, pour mettre en valeur donc le travail des auteurs. Nous terminons avec une note naturelle, pourrait-on dire, le spécialiste, le mycophile, mycophile, Benoît Père, qui nous rend visite une nouvelle fois cette année. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Alors, 7e ouvrage, Secret de cueillette, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. 3 ans et demi de travail et surtout, j'allais dire, vous mettez en scène cette cueillette du champignon au travers de ce livre.
Voilà, je suis parti du principe que le champignon corésien que je suis et corésien que nous sommes nombreux ici sur la foire, nous cherchons trop peu de champignons comestibles. On se concentre, on se cantonne à ramasser le cèpe, voire la girole, parfois la morille au printemps. Or, du champignon comestible de qualité, on en a 12 mois sur 12. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce livre « Secret de cueillette » parce que j'ai rencontré des grands mycophiles, grands mycologues ou de simples vrais amateurs de champignons qui chacun nous décrit un champignon, un mois de l'année. Et donc vous pouvez partir de janvier jusqu'à décembre et aller cueillir des champignons comestibles de grande qualité. Alors je le reconnais, au niveau de la Corrèze, sur les 12 mois, il n'y a que 11 mois vraiment utiles. Mais le 12e, c'est pas très loin, c'est dans l'Aveyron. Vous prenez votre voiture, en 2 heures de temps, vous y êtes. Voilà. Donc l'idée de base, c'est de se dire le champignon comestible, oui, mais pas seulement. Jeannette, j'ai trouvé des cèpes au mois de septembre. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, vous êtes, oui, je vous disais, vous mettez en scène, c'est-à-dire qu'on voit vos connaissances, j'imagine, sur le terrain, proche du champignon, en train de l'observer, le regarder, le cueillir. Voilà, l'idée, c'est pas seulement de connaître un nouveau champignon. Et de le photographier tout seul. Voilà, c'est de dire quels sont les secrets des gens de 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans d'expérience pour certains, quel patrimoine de connaissances ils peuvent nous transmettre à nous, chercheurs de champignons. Car vous savez, dans toutes les familles, on se transmet de père en fils, voire en petit-fils, les bons coins à champignons. Eh bien, habituellement, les gens ne transmettent pas au grand public. Là, ce sont des mycophiles, des mycologues, qui ont la gentillesse, l'honneur, c'est tout à leur honneur, de dire mon savoir particulier. On sait comment ça pousse, on sait pourquoi ça pousse, mais j'ai quelques astuces et je vais vous les donner. D'où le titre Secret de cueillette. Donc des champignons comestibles toute l'année, cèpes, girolles, morilles, truffes, oranges, enfin le top du top, hein, bien sûr, mais en plus les secrets de la cueillette de chacun de ces champignons. Et c'est ça qui est intéressant. L'âme du chercheur n'est pas seulement égoïste, elle sait aussi partager. Et la simple preuve, c'est que nous partageons tous dans l'assiette les champignons. Ici, nous sommes nombreux. Quand on invite des gens, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait des champignons. C'est bien la preuve qu'on aime partager. Eh bien, il y a des chercheurs qui aiment aussi partager le fait de chercher. Voilà. Alors justement, une dernière petite question. Il n'y a pas très longtemps, dans La Montagne, qui est aussi le partenaire de ce forum des lecteurs, il y a eu un article de scientifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les secrets de la pousse. Est-ce que vous aussi, au travers des textes qui sont présents, vous abordez ces côtés mystérieux de la pousse des champignons? Alors, je l'ai abordé dans d'autres ouvrages, je ne l'ai pas abordé dans celui-ci. Le champignon, si vous voulez, c'est mystérieux, oui et non. On sait très bien comment ça pousse, ce qu'on ne sait pas faire, c'est aider à la fructification. C'est-à-dire, on comprend pourquoi ça sort, mais on ne sait pas mettre les conditions exactes pour être sûr que ça sort. Voilà. Benoît, vous êtes un homme à tout faire, on va quand même le souligner, hein, parce que pour arriver à la qualité de cet ouvrage, vous êtes auteur des photos, vous écrivez, vous éditez, vous êtes vraiment l'artisan aussi, hein, de votre propre maison d'édition, auto-éditeur. 3 ans et demi de travail, c'est un investissement considérable à chaque fois pour vous, un livre. Ah ben, le livre, la problématique du livre, c'est que tant qu'on n'a pas le livre, on n'a rien. Voilà, j'estime, moi, puisque je fais les photos, les textes, la mise en page avec l'infographiste de mon imprimeur, tant que je n'ai pas l'ouvrage entre les mains, je n'ai rien. Je n'ai qu'un concept, je n'ai que des idées, je n'ai que quelques feuilles ou quelques pages que j'ai écrites sur mon PC, mais je n'ai rien. Et il faut avouer que l'objet livre, j'y tiens beaucoup. C'est pour ça que j'essaye de faire des livres qui aient, une qualité papier. Parce que plus tard, on a certes le livre numérique, mais j'espère qu'on aura toujours du livre papier avec de la matière, avec du matériau, avec parfois dans certains ouvrages que j'ai édités, une texture particulière en couverture. On peut même, vous le savez peut-être pas tous, on peut même donner des odeurs à certains livres. Et j'imagine un jour un livre avec une odeur sur le champignon. Ce sont des microbilles. Quand vous froissez votre livre, vous faites dégager par les microbilles une odeur. Voilà, si vous voulez, il faut se dire que le livre, c'est aussi un objet, c'est de l'intellect, c'est du savoir, c'est de l'imaginaire, c'est tout ça réuni. Et le livre, à mon humble avis, a encore de beaux jours et nos bibliothèques ne sont pas prêtes de se vider, à mon humble avis. Merci Benoît. Voilà, ce forum se termine. En tous les cas, c'était de belles paroles pour défendre aussi le livre.
Alors on rappelle donc Contes à fables, écriture donc Christophe Tastet, illustration Denis Baudouin, et nous avons eu le plaisir d'avoir Antoine Cossens pour nous parler un petit peu d'un de ses contes, pardon. Chantal Sobiena aux éditions Mine de Rien, j'allais oublier, hein, donc Florence Couder, Pascal Rabot, hein, qui sont vraiment aussi là, dont on a parlé aussi vendredi, qui sont des éditeurs régionaux. Chantal Sobienac donc pour Je plains de quitter Cadix aux éditions Maya d'édition, Marie-France Oudard, donc là on en parlait tout à l'heure, et Benoît Paire, auto-édition aux éditions Benoît Paire, Secret de cueillette. Merci à tous, merci Pascal. Merci Patrick. Et puis rendez-vous sur un nouveau forum des lecteurs. Alors, un petit mot aussi. Bon anniversaire Christophe. On devait avoir, voilà, Christophe Tastet dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Christophe, voilà. Merci beaucoup. J'ai eu mon cadeau. Double cadeau. Bravo. Merci beaucoup à vous. Bon anniversaire, Christophe. Dis la fourmi.